Salut tout le monde, c'est Ginji pour le RPG Week numéro 18. Donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va traiter des énigmes. Alors la question c'est, les énigmes, c'est important pour vous dans une partie, vous avez des exemples. Alors les énigmes pour moi c'est pas important dans une partie de JDR, c'est les secrets qui est important. Les énigmes, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Et je vais procéder de la façon suivante. Je vais vous parler de ma réflexion, de mon approche avec le jeu de rôle qui a abouti à cette vidéo. Donc déjà, je remonte à la première partie que j'ai fait en playtest qui traitait du jeu de rôle. Alors c'était assez limité, c'est le cas de le dire, parce que l'enquête que j'avais donnée euh, avait pas spécialement une énigme, mais avait plus ou moins une notion d'enquête. Ce qui s'est passé, c'est que les joueurs ont vraiment galéré pendant plusieurs heures afin de trouver l'élément de preuve. À tel point que j'ai avancé la preuve à portée de vue des joueurs. Chose que que j'ai fait à mes débuts, puisque là c'était une expérience de tablé, mais que je ne referai plus jamais. Vraiment plus jamais. Puis ensuite, il est arrivé une vidéo où justement il y a un vidéaste sur Twitch qui disait que ah oui, les énigmes dans le jeu de rôle, le MMORPG plutôt, le MMORPG The Elder Scrolls Online, ben, les énigmes sont complètement cons, c'est genre allumer des trucs, ça allume des lumières et ça fait des bidules sur des machins. On va dire que les énigmes ne sont pas très recherchées. Alors, malgré une remarque assez cynique et sarcastique, il y a une vérité de fond qu'il aurait été bien que cette personne, et même que la plupart des personnes qui ont cette mentalité, prennent en compte. Alors, des MMORPG qui ont des grosses enquêtes, je pense que le meilleur c'était The Secret World, voilà, créé par Funcom. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que il faut bien comprendre que dans ce genre de situation, les énigmes sont simples, voire même simplistes, pour une bonne raison. C'est parce que le connard de base qui s'assied pendant 2-3 heures pour gratter des éléments dans un MMORPG aura la flemme d'attendre et d'être confronté à une véritable difficulté dans une enquête. Tout simplement. C'est aussi bizarre que ça. Qu'est-ce qui empêche à quelqu'un de faire une enquête et puis d'aller sur Internet pour aller chercher la solution? Rien ne l'en empêche. Est-ce qu'on va faire des enquêtes ou des énigmes procéduraux? Bah non. La réponse est non, parce que ça serait trop compliqué à générer, surtout dans un MMORPG, il aurait fallu créer des instances et autres, donc il y a des limitations techniques. Et du coup, comment capter l'expérience, même si on peut dire oui, l'expérience de Elder Scrolls, c'est quand même une expérience RPG action. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça se voit aussi dans la mesure où, par exemple, la discrétion, c'est pas quelque chose qui est fou. Mais bon, c'est dans tous les Elder Scrolls que la discrétion, c'est pas fou, sauf que Skyrim a quand même relevé le niveau. Donc en prenant en compte tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est que les moyens mis en place pour faire une enquête ou pour faire des énigmes prend en compte le confort du joueur, le confort du connard de base qui se plaint finalement. Désolé d'appeler le joueur de MMORPG le connard de base, mais il faut bien comprendre un petit truc, c'est que c'est une industrie qui n'est pas nécessairement mourante comme les gens aiment beaucoup le dire, c'est plutôt que les gens préfèrent avoir des tas d'expériences, des tas de centres d'intérêt différents, plutôt que de se focaliser sur une seule. Et c'est compréhensible au vu des nombreuses choses qu'il y a. Mais effectivement, plus on se diversité, plus il y a de la diversité, excusez-moi, plus il y a de la diversité, plus ça veut dire que les gens n'ont pas trop de temps, n'ont pas trop d'efforts à investir. Donc du coup, ils revoient les choses à la baisse, et les gens qui ont vraiment envie de s'investir, bah, eux-mêmes dans leur perception, voient le truc qui est au ras du sol, alors qu'en fait, aux yeux de certaines personnes, c'est pas tant au ras du sol que ça. Voilà. D'ailleurs, c'est assez ironique puisque c'était hier. Hier, j'ai fait la fameuse quête que le fameux vidéaste dont il se plaignait. Et effectivement,
Le truc était très facile, mais c'était facile, mais en même temps, je me dis, on va pas se baser sur le manque de patience des joueurs pour juger d'une énigme. Comment on juge une énigme, justement? On la juge par rapport à notre perception à nous, forcément. Est-ce que ça sera, par exemple, un truc de couleur? Par exemple, vous faites les couleurs du cercle chromatique. Ce qui est, d'ailleurs, c'est dans une des quêtes de Elder Scrolls Online, la quête pour Vivek, l'ensemble des quêtes pour Vivek, il faut sauver Vardenfell, bah c'était ça. Est-ce que c'est des nombres? Est-ce que c'est des mots-clés qu'il faudrait rentrer? Bah, tous ces aspects-là, eh ben, à un moment, il faut trancher. Mais maintenant, je me suis rappelé d'une des règles que j'avais conseillé à un de mes joueurs qui était MJ, d'ailleurs, au passage sur sa propre table. Je lui ai donné comme conseil: ne présume pas de l'intelligence de tes joueurs. Et je pense que c'est valable dans la vie. Je veux dire, on ne peut pas présumer de l'intelligence de quelqu'un. Même s'il y a des fois, il y a des gros signes. Il faut quand même mettre un peu d'eau dans son vin. Et du coup, est-ce que c'est l'intelligence le problème pour découvrir la solution? Bah non, je pense pas. Il y a plein d'éléments qui permettent de déterminer une énigme. Et même si les joueurs se mettent d'accord, ils se mettent assis et ils disent on veut faire de l'enquête dans un appel de Cthulhu ou dans un COPS, par exemple, un scénario d'enquête, ce genre de choses-là, rester buté pendant une partie, deux parties, 5 mois sur une enquête, c'est pas valorisant comment dire ça, c'est pas valorisant pour les joueurs et c'est pas valorisant pour la tablée et pour la campagne. Je veux dire, prenons un exemple, hein. C'est comme si en fait on vous donnait cette fonction là en boucle, on vous disait vraiment en général, escaladez au bout de cette corde, tant que vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Ben, vous allez escalader, vous allez échouer si vous n'êtes pas bon escaladeur, si vous n'avez pas tant d'endurance que ça, mais même si vous allez essayer d'escalader, on vous a dit, c'est une restriction, tant que vous n'avez pas fini, vous ne pouvez pas vous reposer. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps de vous reposer, vos nerfs sont à vif, votre patience est mise à rude épreuve à n'en point douter, vous voyez que votre volonté, elle baisse graduellement, vos attentes aussi, vos efforts aussi, et donc du coup, ben, à un moment, ben, la personne va tout simplement dire j'abandonne. Et je pense qu'il y a des campagnes, je suis sûr de ça, il y a des campagnes qui ont pris fin à cause de ça. Et si il y a des gens qui disent oui, non, mais il se peut que ça n'ait pas pris fin, à défaut de ne pas véritablement avoir pris fin, que les joueurs se mettent en face et disent on ne joue plus, ce qui m'étonnerait qu'il arrive en fait, le vrai scénario, ça serait qu'ils esquivent la tablée jusqu'au moment où en fait on propose de jouer un autre jeu. Et ben voilà. Donc, est-ce que finalement c'est les énigmes qui vont capter l'attention? Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Ça n'empêche pas d'en mettre. Ça m'arrive d'en mettre. J'avais fait une énigme pendant une des campagnes que j'appelle l'âge d'or. Le premier scénario, c'était pas exceptionnellement une énigme. C'était qu'il y avait des glyphes au sol avec des formes différentes, avec des couleurs différentes. Il y avait une certaine complexité. J'avais mis des glyphes assez variés. Et le but, c'était de marcher sur des glyphes qui n'ont aucun effet jusqu'à arriver de l'autre côté. Mais c'est pas l'énigme qui était la force du truc, parce que à partir du moment où les joueurs ont commencé à marcher sur des mauvaises glyphes, il y a eu de mauvais effets. Mais quand ils ont vu qu'il y avait les bonnes glyphes, ce qui rentrait en compte, ce qui a dynamisé l'énigme en elle-même, c'est pas tant la recherche, puisque la recherche c'est arrivé vite en marchant sous les mauvais trucs. C'était le moment où ils se sont rendus compte que effectivement, les gens qui ont mis les glyphes au sol n'étaient pas stupides. Ils se sont pas juste contentés de mettre des glyphes à l'aléatoire et puis qu'ils ont mis un chemin tout tracé pour eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment une épreuve de dextérité et il y a même, avant d'atteindre la porte où il n'y a plus de glyphes, il y avait un grand écart. Donc ça faisait appel aux performances
des joueurs en question, des personnages en question, et même en fonction de la race. Je veux dire, si les joueurs que j'avais jouaient une race, on va dire, qui pouvait voler ou l'éviter, le problème il est évanoui, il n'y a plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est en expérimentant, en voyant finalement ce qui se fait un peu ailleurs, mais aussi dans le jeu de rôle, parce que évidemment, quand je vois quand j'ai vu certaines expériences qui disaient comment ça se passait dans les scénarios d'enquête, ça ne m'a pas surpris. Voilà, on peut pas faire de l'accessible pour qui? Pour les joueurs. Mais comment on peut faire une bonne énigme pour les joueurs? Ben, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc c'est pour ça que je considère que les énigmes, c'est pas important. Mais les secrets, ça l'est un peu plus. Pourquoi les secrets, selon moi, c'est mieux que les énigmes? Parce que les secrets, finalement, relèvent à la fois évidemment de ce qui est caché, hein, c'est ça le but d'un secret, mais aussi de révélation. Le fait que découvrir quelque chose soulève des questions, mais si vous vous posez des questions que des peu se posent, ben forcément il y aura des questions qui vont se soulever qui seront aussi obscures que les réponses que vous avez eues. Et ça donne une dimension de profondeur, et parfois même si c'est un univers qui est vaste et qui a pas mal de secrets, ben à ce moment-là, ça va pousser l'immersion, la recherche, tout en essayant aussi d'étalonner les joueurs. Par exemple, des gens qui sont des guerriers ou des mercenaires et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ben leur RP va faire qu'ils vont s'intéresser moins à la question. Et peut-être que même le rôle qu'interprètent les joueurs est profondément lié à leur psychologie. De ce fait, s'il y a des secrets et qu'ils s'en foutent, ben ils s'en foutront, ça sera pas grave. Mais là où ça va être intéressant, et c'est ça la force des secrets, c'est que une personne qui ne court pas après les secrets dans un jeu de rôle, c'est quand même intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est le moment où les joueurs qui prennent vraiment la peine de se poser la question. Excusez-moi, j'ai mis la lumière. Voilà. Et c'est le moment où, en fait, les joueurs qui se posent des questions tandis que les autres ne se la posent pas, ben, ceux qui ne se la posent pas découvrent les secrets en tant que joueurs que justement, qui n'auraient pas découvert en tant que personnage joueur, puisque il ne s'est pas posé la question. Et en même temps qu'il se pose ces fameuses, il voit les fameuses réponses proposées aux gens qui ont vraiment cherché, il a des révélations qu'il n'aurait jamais cru, qui auraient capté son attention. Et je dirais pas que c'est clivant. Je pense pas que ça va faire oui, tu n'as pas cherché ce secret-là, et du coup, c'est tant pis pour toi, et que tu vas te faire chier. Et que du coup, tu vas regretter de ne pas te poser ces questions-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les révélations de secrets et les questions que ça subsiste encore sont beaucoup plus bénéfiques pour la profondeur d'une partie, pas de la campagne en elle-même, mais d'une partie, parce que ça permet de montrer qu'il y a une expérience en plusieurs dimensions. Il y a la dimension autour de la table, dans la fiction, l'interaction avec la fiction, et il y a la quatrième dimension qui est la chose que le personnage joueur ne peut pas savoir, mais que le joueur si. On y reviendra dans une vidéo, dans la RPG Week, consacrée à la peur, puisque justement ma façon de faire peur s'appuie beaucoup sur cet aspect de la quatrième dimension. Ce décalage entre le joueur et son personnage qui ne peut pas nécessairement tout savoir de ce qui se passe. Vraiment dans une profondeur métaphysique qui m'a permis, en tout cas, de montrer justement certains attraits d'un univers qui est vraiment travaillé plutôt qu'un univers générique. Ma conclusion à ça, c'est que les énigmes, on peut en mettre.
Vous savez, il y a aussi un entretien on va dire, un entretien du patrimoine rôlistique. Le cliché dans les univers à la Donjons et Dragons, où il y a une pièce avec des secrets, il faut découvrir les secrets, sinon ça dégage des pièges ou ce genre de choses-là. C'est bien d'entretenir cette espèce de mythe, cette espèce de gimmick finalement. Euh, il n'y a aucun problème à ça. Mais entre le fait qu'on ne peut pas présumer on ne doit pas présumer de l'intelligence des gens, du fait que on ne, on ne sait pas vraiment équilibrer, on a du mal à équilibrer une énigme, et en plus de ça, ben justement, le ratio de l'attente et du résultat, parce que ça c'est très important. Imaginez que par exemple vous avez un coffre avec des glyphes et il faut rentrer la bonne compétition des glyphes, et que par exemple il a réussi du premier coup, et que en fait vous faites... ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est que si vous connaissez le jeu Mastermind, c'est un jeu où vous avez une combinaison qui est cachée, qui est faite par l'autre joueur, et vous devez justement, avec toute une ligne, je crois que c'est 10 ou 20 lignes, en 10 ou 20 lignes, vous devez essayer de trouver la bonne combinaison que lui a posée. Ah ben, par exemple, si vous avez envie de faire une espèce de micro-mastermind, voilà, c'est cadeau, ben, imaginez que le résultat n'est pas à la hauteur des efforts qui sont déployés. Parce que cette perception-là aussi, elle est très importante. Vous faites une énigme, mais pourquoi? Pour passer à l'étape suivante, à l'acte suivant. Enfin, pour avancer dans une enquête, c'est gratifiant, mais pour avancer dans un scénario, bah, on va dire que c'est un peu fatigant, surtout si vous dites que c'est un contre-la-montre. Alors là, c'est encore pire. Donc pour moi, les énigmes, ça peut être là, et je dirais même que si vous avez vraiment envie d'entretenir si votre univers s'ancre dans une espèce de patrimoine fantastique, qui s'approche vraiment des codes du jeu de rôle et des donjons, ce genre de choses-là, bah à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça qui va faire, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est les secrets qui sont importants. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bon, vous connaissez déjà la base, hein, le pouce, la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Euh, la seule chose que je voulais à vous dire concernant les énigmes, c'est si vous avez des exemples où vos énigmes ont foiré, mais vraiment foiré de beaucoup, ou voire même que ça a foutu la merde dans une tablée, ben, si vous avez un lien vers votre vidéo qui parle de ça, ou encore tout simplement des expériences à raconter, n'hésitez pas à le regarder en commentaire, j'y jetterai un œil. C'était Ginji pour Ginji DR. Salut tout le monde.